Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs et en direct sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 22 septembre. Comme tous les soirs, vous commencez à avoir l'habitude, nous essayons de décrypter l'actualité nationale et internationale pour vous pendant 60 minutes pour essayer finalement de comprendre, et nous le faisons en compagnie d'observateurs et d'experts nationaux et internationaux. N'hésitez pas à continuer à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Médien TV, le hashtag 60MPC. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir transmis des questions. Elles nous permettront d'alimenter notre discussion ce soir. Les experts qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Abdelmounayim Dilami. Bonsoir, vous êtes président directeur général du groupe Ecomédia, comprenant notamment le premier hebdomadaire économique du Burkina, l'économiste du Faso. Et vous êtes de retour de Ouagadougou, in extremis, vous nous direz justement comment ça s'est passé. Khalid Chegalaoui, professeur d'études africaines et d'anthropologie politique. Bonsoir. Et Bachir Thiam, journaliste spécialiste de l'Afrique. Nangadef. Faisal, bonsoir. Voilà. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs, nos frères africains qui nous regardent, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Burkina Faso, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire, en maoré, les hommes intègres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur intégrité fait beaucoup de bruit. Voilà presque une semaine que le pays est déstabilisé par un coup d'État mené par le général Diendéré à la tête du régiment de sécurité présidentielle. À l'heure où nous parlons, la situation évolue à chaque instant. Quelle place occupe le Burkina Faso? Pourquoi ce énième coup d'État? Quel dénouement possible? Quel impact sur la région? Burkina Faso, la culture du coup d'État, c'est le titre de l'émission de ce soir. Depuis hier, les manifestations se succèdent à Ouagadougou pour dénoncer le coup d'État de la semaine dernière. Un calme précaire règne aujourd'hui sur le palais présidentiel, mais les putschistes sont sous haute pression. Hier soir, l'armée loyaliste s'est déployée dans les rues de la capitale. Les soldats stationnent en ce moment dans les casernes. Malgré l'ultimatum de l'armée, le général Gilbert Diendéré, leader du putsch, refuse toujours de rendre les armes. Il dit attendre les conclusions de la CEDEAO qui discute cet après-midi au Nigeria d'un projet de sortie de crise. Un projet controversé qui prévoit notamment l'amnistie des putschistes et leur réintégration dans la course électorale. Le texte a été mal accueilli par la rue. Les habitants espèrent le retour de Michel Kafando, le président de transition, qui a trouvé refuge dans la résidence de l'ambassadeur de France. Mais nous voudrons, avec la communauté internationale, qu'on puisse quand même apporter ce soutien à l'ensemble du peuple burkinabé qui veut le rétablissement des institutions, le président de la transition et toutes les structures administratives. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un chaos éternel dans ce pays. Et nous avons vu l'expérience qui a été faite dans le passé par ces gens qui ont dirigé donc des mains de fer avec Blaise Compaoré. Il faut que cela s'arrête. Le chef des putschistes, le général Diendéré, est l'ancien bras droit de Blaise Compaoré, mais il affirme ne pas être téléguidé par l'ancien président. Blaise Compaoré est resté à la tête du Burkina Faso pendant 27 ans. Il a été renversé fin 2014 par une insurrection populaire alors qu'il tentait de modifier la Constitution afin de s'octroyer une nouvelle prolongation du mandat. C'était un sujet de Alison Fernandez. Alors, avant que vous nous livriez, Monsieur Dilami, parce que vraiment vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes revenu in extremis de Ouaga, j'aimerais qu'on place quand même le Burkina Faso, essayer de le remettre dans son contexte, comprendre ce qu'est ce pays, qu'est-ce qu'il représente dans la région. Alors le Burkina Faso, voilà, il est niché entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Population de 16 millions d'habitants 17, et un fait très à relever, 3 millions en Côte d'Ivoire. Oui. Ben oui, c'est des frontières poreuses, ouvertes d'abord, qui ont été tracées à la règle. On en parlait tout à l'heure, en off, je crois. Donc, ce n'est pas des frontières qui délimitent de manière systématique ces pays-là. C'est des pays qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. C'est les mêmes populations, c'est les mêmes cultures. Donc, ça ne gêne personne qu'un Burkinabé se retrouve de l'autre côté. En Côte d'Ivoire, c'est le cas. 3 millions, vous en parlez tout à l'heure, Faisal. Au Mali, au Togo, au Bénin, un peu partout. Les seuls freins peut-être seraient linguistiques en parlant de langue officielle de travail, l'anglais, le Ghana. C'est pourquoi il y a peu de mouvements vers ce côté-là. Mais surtout, tous les pays limitrophes francophones, le Niger compris, tout le monde va chez chacun, tu es partout chez toi, on est en Afrique, bienvenue. Alors, on parlera des langues et des ethnies parce qu'il y en a beaucoup. Juste, Monsieur Dilami, le Burkina, vous vous y êtes installé?
Oui, tout à fait. Avec l'économiste du Faso, c'est comme une première. Presse, organe de presse marocain, vous avez dupliqué ça. Bon, vous avez un quotidien, là vous l'avez lancé en hebdomadaire au niveau du Faso. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Alors il faut retenir ceci aussi du Burkina, c'est qu'avant la chute de Blaise, c'est un pays qui faisait du 7% de progression du PIB ces dernières années. C'est-à-dire une économie qui... Bon, c'est pas le Pérou, hein, oui. Mais à l'échelle, il y avait une économie qui était nettement en progression. Donc c'est un pays qui évoluait positivement. C'est un pays dont la population est très légaliste, très respectueuse des règles, etc. Et c'est le pays qui était le plus stable dans la région. Il y a 3 ans, il y avait le Mali. Le plus stable, je veux bien, mais pas le plus, parce que le Sénégal est stable, quoi. Non, je parle pas du Sénégal. Non, je parle pas du Sénégal. Le Sénégal, c'est autre chose. C'est-à-dire par rapport au Mali d'un côté, la Côte d'Ivoire qui était encore instable, etc. Non, le Sénégal, c'est autre chose. Je crois que c'est pas comparable, à mon sens. Hein. C'est pas tout à fait comparable, le Sénégal. Donc c'est le pays qui paraissait, qui était le plus stable. Et le président arrivait à la fin de son 2e mandat et constitutionnellement, il devait donc organiser les élections pour avoir un nouveau président. Alors vous, quand vous êtes arrivé là-bas, je prends cet exemple, on continuera à décrire le pays. C'était en 2013, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État. Donc c'est-à-dire pour ça, vous, à ce moment-là, vous avez dit c'est le pays plus stable. Voilà. Et avec une économie qui progresse positivement. Donc il y avait tous les éléments nécessaires pour dire, bon, un investissement ici peut être porteur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont installées. Alors, cimenterie, les banques, assurances, télécom, voilà, assurance, banque, aérien. Plus des entreprises marocaines de travaux publics qui remportent des marchés, les routes, l'irrigation, etc. Les entreprises marocaines sont très présentes dans ce pays et elles font du bon travail qui est très apprécié. Alors c'est un pays dont la ressource, bon, c'est quand même un pays pauvre, hein, c'est un des pays les plus pauvres. La première ressource, c'est le coton, et puis les haricots verts. On a découvert ça. Et les mines. Ces dernières années, les mines. Il y avait de l'or, il y avait plusieurs sortes. Oui, en fait, ça peut se dire de toute l'Afrique. En fait, c'est des scandales géologiques en quelque sorte. On peut trouver de tout. Et sur le plan de l'agriculture, ce sont des pays extraordinaires. Sur le plan des ressources qui sont là, seulement le problème, c'est qu'elles sont très mal exploitées. Il faut rappeler que 60% des terres arables en Afrique ne sont pas encore exploitées. Et Dieu sait qu'on a tous les moyens, tout ce qu'il nous faut pour que l'Afrique soit le pourvoyeur en denrées alimentaires, non pas pour notre propre continent, mais pour le monde en entier. Et la Côte d'Ivoire est un des pays très importants sur le plan agricole. C'est un pays central dans une région très importante. Et c'est un pays qui a été pour longtemps un gage de stabilité dans toute la région. De plus, Blaise, avant sa destitution ou bien son éviction du pouvoir, jouait un grand rôle de stabilisateur, d'intermédiaire, de médiateur. Donc tout le monde croyait en ce modèle qui était en train de réussir. Sur le plan économique, bien sûr, il y avait quelques ratés, il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal de critiques, mais quand même, c'était un pays qui allait... Il faut rappeler aussi une chose un peu contradictoire, c'est un pays constitué principalement de Mossi, et qui était une grande nation guerrière, d'ailleurs. À un moment donné, il contrôlait l'ensemble de l'Afrique ouest, de la OEF, l'ex-AOF, l'Afrique occidentale, jusqu'au Sahel, jusqu'au Mali, jusqu'au sud du Sahara, du Grand Sahara. Et aujourd'hui, ça fait quelques années, à partir je pense, du coup d'État de Thomas Sankara, cette population, elle va se transformer d'ailleurs. On va changer le nom de la Haute-Volta au Burkina Faso, donc on va africaniser le nom de ce pays et on va donner une nouvelle identité à la population burkinabé, qui est une population de gens intègres. Et effectivement, c'est devenu les gens les plus intègres d'Afrique, les plus stables, les plus légalistes. Moi, je doute chaque fois. Qui fait la moue, là. Non, c'est normal. Moi, je dis, c'est quand même, c'est une construction, qu'on soit sûr. On est dans des systèmes de construction politique, mais ce sont des choses qui étaient en train de marcher. Et le problème, c'est que cette pyramide s'est effritée du jour au lendemain. C'était considéré tellement stable qu'il y avait... Il y a toujours d'ailleurs, mais ça a commencé à l'époque de Blaise, quand la guerre s'est déclarée au Mali et l'intervention française. Donc il y a eu une base de forces spéciales françaises qui s'est installée à côté de Ouaga, une base de drones françaises et une base de drones américaines pour la surveillance de la région. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était le point, voilà, l'îlot à partir duquel on pouvait exercer une surveillance dans la région. Bon.
Mais les choses ont évolué autrement. Oui, mais justement, ça va au-delà, parce que c'est pas seulement l'îlot physique, quoi. Je pense qu'aussi la personnalité même du président Blaise Compaoré jouait aussi, parce qu'à un moment, bon, à force, hein, je pense 27 ans après, on s'assagit, on devient un peu sage, et puis à l'africaine, il était un peu le grand frère de la sous-région. Ouattara était un peu, le président Ouattara était un peu en déliquescence aussi avec voilà, son pays qui était un peu... Voilà, qui s'est repris heureusement. Donc lui, il avait repris ce leadership-là de la sous-région pour jouer les médiateurs. C'était lui l'envoyé spécial de tout le monde, c'était le conseiller de tout le monde, donc tout le monde l'écoutait. Mais en même temps, son mandat arrivait à fin. Voilà, il fallait maintenant soit décider de jouer le jeu jusqu'au bout, donc jouer les gentlemen et partir, sinon essayer de tripoter. Bon, il a choisi la deuxième solution de par ses conseillers, je pense qu'il a été mal conseillé. Donc ça tournait, ça donnait ça. Mais en réalité, ce côté justement... stabilité, ce n'est pas seulement physique. Je pense que bon, si c'était que ça, peut-être le Sénégal, encore pour le moment, je touche du bois, est plus stable que tous ces pays-là. Bon, et on reprend, Faisal a bien dit, bon, le titre de l'émission, c'est... Enfin, la culture du coup d'État. La culture du coup d'État. C'est hyper exagéré, juste un mot. C'est exagéré? Non mais alors, je reprends l'histoire, hein. Oui. L'histoire est têtue. J'ai juste stabiloté toutes les dates, oui. Avec tentative de coup d'État ou coup d'État. 80, bon, l'indépendance c'est 59, coup d'État 80, 82, 83, 87, oui. 89, 2003. Toutes les dates que je viens de vous citer sont des coups d'État ou des tentatives de coup d'État. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, ça s'est stabilisé. Les choses sont rentrées. Vous êtes allé dans la parenthèse. Alors, ce que je voudrais, si vous permettez, c'est que ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé il y a un an, ce n'est pas un coup d'État. Il y a un an, c'était une révolution. Oui. D'accord? C'est la population, enfin les forces politiques du pays, l'opposition, qui refusaient que l'on réforme la Constitution pour donner un troisième mandat au président. Et les forces de sécurité ont joué le jeu. Elles n'ont pas cherché à protéger le système. D'accord? Elles ont laissé les choses aller jusqu'à leur bout et que Blaise s'en aille et la mise en place d'institutions de transition, etc. Maintenant, même ce qui se passe maintenant, Diendéré le répète, ce n'est pas un coup d'État, je ne veux pas devenir président. Je veux qu'il y ait l'ordre, c'est-à-dire des élections inclusives, comme ils disent. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. Et il n'est pas question de dissoudre le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui est une force d'élite au sein de l'armée burkinabé. Donc vous voyez, c'est un peu plus complexe. C'est pas seulement un coup d'État, un général qui veut devenir président. Je vais me tenter un jeu de mots. Le pouvoir au Burkina Faso, c'est la haute voltige en haute volta. Hein, c'est bien ça. Alors je vais juste lire un tweet. Que reste-t-il du Burkina Faso de Thomas Sankara, jadis modèle africain de progrès social? Quel avenir politique? J'ai des réserves sur Thomas Sankara, modèle africain de progrès social. Il y a un mythe fondateur. Voilà. Ce n'est qu'un mythe. Ouais, ça a été un gros mythe, quoi, parce que Thomas Sankara, il était lieutenant, il était jeune, il est beau. D'accord. Voilà, il était beau, c'est vrai. Il était tout ça en même temps, jeune lieutenant, donc il sortait, voilà, quoi. Ça, et puis, c'était peut-être une rupture, quoi, de la fin. C'était l'époque. Oui, l'époque, quoi, justement, parce qu'on avait de vieux présidents, d'anciens présidents et tout, et puis cette jeunesse-là arrivait. Guévariste et tout, très bien. Très marxiste et tout ça. Donc, son modèle n'était pas viable. D'ailleurs, je pense que le fait qu'il n'ait pas continué à garder ce pouvoir, c'est qu'ils l'ont lâché, ses amis. Le président Compaoré compris, parce qu'ils ont compris tout de suite qu'il allait dans des sens impossibles en Afrique. C'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Il fait partie des pays les plus pauvres dans le monde. C'est des PMA, donc les pays les moins avancés. C'est un pays pauvre. Il est enclavé complètement. Il n'a aucune ouverture sur la mer. Voilà. Totalement donc, un pays sahélien, un pays sec. Voilà. Donc, voilà, toutes les terres étaient. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces camarades de révolution, la clique à Blaise Compaoré, donc ils ont repris le pouvoir tout de suite, ils l'ont dégagé. Et comme c'est des enfants de troupe, ils sont voilà quoi. Ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui encore, Blaise Compaoré a permis quand même à ce pays de se stabiliser, mais dans une dictature au départ. Après, il est devenu un peu plus fréquentable et les gens l'ont accepté. Enfin, les gens, ses confrères ou ses collègues présidents, en tout cas, l'ont accepté en tant que quelqu'un de très assagi. Même pour la population. Voilà, et la population aussi l'ont adopté, quoi. Mais finalement, en fait, tu ne peux pas durer longtemps, 27 ans après. Vous avez décidé très justement, c'est une population très légaliste. On a entendu ce monsieur, retour des institutions. C'était un régime qui n'était pas considéré comme un régime dictatorial par la population. Le problème, c'est que la grande majorité de la population, notamment les forces de l'opposition, n'admettaient pas un troisième mandat. Ils estimaient que, ça y est, ils devaient se retirer
et laisser le champ ouvert à d'autres. Alors, on reviendra à ce réflexe de changer la Constitution pour allonger les mandats. Juste pour finir, j'ai des questions sur Twitter. Notre relation, nous, Maroc, avec le Burkina. Alors, si vous permettez, sur ce point, justement, c'est important de le dire. D'abord, le Maroc a une ambassade au Burkina, notre ami le sait bien, a une ambassade, et le Maroc a d'excellentes relations avec le Burkina. Le Maroc a tout de suite sorti un communiqué qui a été publié le soir même de ce putsch, un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui condamne et qui demande le retour au fonctionnement des institutions de transition. Donc la position marocaine est très claire. Le Maroc a des intérêts importants. Les entreprises marocaines ont des intérêts importants, elles sont présentes au Burkina et elles ne sont pas du tout touchées. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas subi de dégâts. Aucune personne marocaine n'a eu à se plaindre physiquement d'avoir subi le moindre dégât, ni aucune entreprise marocaine n'a eu à se plaindre d'être visée par quoi que ce soit. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Je pense aussi qu'il y a une sorte de maîtrise globale aussi de la population cette fois-ci, parce que la société civile a joué un grand rôle en disant on n'est pas violent, mais on va revendiquer jusqu'au bout. On ne va jamais retourner à la maison si eux, ils sont toujours là. C'est le RSP directement. Voilà. Donc ça a été très pacifique pour le moment en tout cas. Il y a eu quelques morts qu'on a... Voilà, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, je crois. Donc il y a eu quelques morts, il n'y a pas de problème. Mais après, ils ont dit, nous, de toute façon, non-violence, on ne casse rien. Bon, parce que toutes les révolutions de masse, c'était on s'attaque aux biens et aux personnes. Et généralement des personnes étrangères. Alors cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Franchement, tout le monde est, c'est vrai que peut-être tout le monde est emmuré chez lui. Ce qu'on demande aux ressortissants étrangers en général, il ne faut pas s'en mêler. Mais les biens, donc les investissements économiques en tout cas, qui nous intéressent ne sont pas touchés. Quoi, pour le, moment, voilà. Le tweet, je ne voulais pas lire en entier, c'est le Maroc en tant que leader africain peut-il avoir son mot à dire concernant la stabilité des pays de l'Afrique de l'Ouest, en prenant le cas du Burkina? Je pense que le mieux à faire, c'est d'appuyer la légalité. Pour ça a été fait. Il y a des structures internationales. Et puis, bon, il y a sûrement pas mal de choses. Déjà, il y a la CEDEAO qui est l'acteur principal dans la région. Voilà, oui. Et c'est un acteur très important et très influent. Et bien sûr, c'est possible qu'il y ait quelques intermédiaires en ordre, après, officiels. Parce que parfois, en fait, et puis le Burkina, c'est quand même une société de négociation. C'est une société qui parle. Et on a besoin de gens qui peuvent intervenir afin de trouver le meilleur moyen de stabiliser la situation. Ça, le Maroc peut jouer ce rôle s'il lui a été demandé, c'est sûr et certain, avec la CEDEAO. Mais je pense que la CEDEAO aujourd'hui, il est en train de faire son boulot. On peut critiquer ou pas, peu importe, mais les choses sont en train d'aller vers une sortie positive. Bien sûr, il va falloir voir avec les forces internes qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de contradictions internes. Parce que le problème aussi, ce n'est pas seulement une question de soulèvement. C'est beaucoup plus, comme a dit Sidi Helmi, c'est beaucoup plus en relation avec les contradictions internes, avec l'après-soulèvement contre Blaise et les décisions prises par le gouvernement de transition. Et parce qu'on est entré, il y avait déjà des contradictions énormes, mais on est entré dans d'autres contradictions. Le fait d'affranchir une partie de la population, une partie des décideurs politiques, de toute participation politique, que ce soit ce corps de l'armée qui est très important. On va s'arrêter là, juste pour bien expliquer, parce qu'un des déclencheurs, c'est ça. Actuellement, deux déclencheurs, deux éléments importants. Un, la structure de transition, le Conseil national de transition, je crois qu'il s'appelle, a adopté des textes relatifs aux élections qui excluent, qui interdisent les anciens du parti de Blaise. D'accord? C'est-à-dire, Blaise n'a plus rien à voir dans l'histoire. Ce n'est plus un acteur ni de loin ni de près. Ça, c'est une question. Voilà. C'est le parti qui a démenti, mais il y a il n'a plus rien à voir en vérité. Il a été lâché, c'est terminé. Mais le parti de Blaise, le parti qui le soutenait, donc la loi électorale actuelle, les exclut des élections. Or, ça représente beaucoup. Ça représente toute une classe politique. Ça représente des fiefs électoraux, etc. Et le problème actuel au Burkina, et c'est de là que vient, à mon avis, à mon sens, dans le fond du problème, c'est que vous avez d'une part les forces politiques, les partis politiques, etc., de l'opposition ou de l'ancienne majorité, mais vous avez aussi les associations de la société civile qui sont devenues acteurs politiques. Et ces associations de la société civile sont beaucoup moins enclins à négocier, sont beaucoup plus extrémistes
que les partis politiques... Et c'est inédit dans la région, ça? Pardon? C'est très inédit. C'est très inédit. Mais ça commence à se développer aussi, parce que si on reprend le cas du Sénégal, il y avait ce mouvement, il y en a marre aussi. Oui. C'est un peu le mais même mouvement. Il n'a pas pris la même importance. Mais il n'a pas pris la même importance. Il n'y a pas eu le même enjeu. Parce qu'il n'y a pas eu le clash qu'il y a eu là-bas. Il n'y a pas eu le même enjeu. C'était en Tunisie, pareil aussi, je crois. Dans les structures de transition actuelles, les associations de société civile, c'est-à-dire les droits de l'homme, le ballet citoyen, etc., c'est eux qui parlent beaucoup. C'est eux qui sont très présents. Et c'est eux qui conditionnent, en fait, les choix qui sont faits. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, ces associations, électoralement, à vrai dire, ne représentera pas grand-chose. Vous savez comment c'est, une association, c'est très actif, c'est très dynamique, mais elle n'a pas de fief électoral, elle aura du mal à avoir un fief électoral. Vous dites que Blaise n'a plus aucun rôle. Alors, bon, il y a la rue quand même qui dit qu'ils ont fait sortir par la porte et son homme fort, Diendéré, revient par la fenêtre. Si vous permettez, la rue ne dit pas ça. J'étais sur place. D'accord. Ça, c'est les médias, certains médias qui le disent. C'est tout simplement un raccourci de langage. C'est plus facile de dire les hommes de Blaise que c'est juste un... Alors, qui est Diendéré? Est-ce qu'on peut dire qui est ce monsieur? Diendéré est... Pardon. C'est le parce qu'il y a un malentendu sur cette histoire. C'est lui le mais il était déjà, il est revenu une extrait, on l'a récupéré. Diendéré était le chef d'état-major particulier du président. Et il était le commandant en chef du régiment de la sécurité présidentielle. Donc c'était l'homme clé au niveau de la sécurité. Exactement. Mais l'année dernière, lorsque la population s'est révoltée contre et l'opposition a voulu chasser Blaise, Diendéré ne l'a pas défendu. Le régime de sécurité présidentielle n'a rien fait. Au contraire, les forces de sécurité se sont retirées. J'étais sur place, j'ai vu ça de mes propres yeux, si vous permettez l'expression. Les forces de sécurité se sont retirées dans leurs casernes et ont laissé la population occuper la rue. Tout ce qu'a fait le RSP pour le président, c'est de lui dire, Monsieur le Président, il faut partir. Hein, ou ils l'ont accompagné à il n'a pas l'air d'accord. Non, c'est justement vrai, mais c'est vrai, mais ils n'ont pas laissé tomber de manière... Ah oui, oui, voilà, non, ils l'ont exfiltré. Voilà, c'est important. Il faut partir. Non, parce ils auraient pu le protéger et continuer, c'est-à-dire essayer de le maintenir par la force. C'est qu'ils n'ont pas fait. Il y avait ce choix-là. Il y avait ce choix-là de le maintenir, parce que ça s'est passé ailleurs, comme ça. On peut le maintenir et tirer sur la population. C'était ça. Ce qu'ils n'ont pas fait. Un moment... Partout dans le monde, aujourd'hui, je pense que ces révolutions de masse-là finissent simplement comme ça, en disant, l'armée finit par dire, on va s'humaniser pour une fois qu'on a l'occasion, on ne tire pas sur nos populations. Et ça s'arrête à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On explique le président, en tout cas le chef de l'État, il part, et on essaie de mettre en place une transition qui est un peu paisible. Justement, l'armée dans tout ça. Elle est entrée aujourd'hui dans Ouagadougou. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à des affrontements avec les hommes de Diendéré? Justement, l'armée a été très silencieuse au départ. On ne l'a pas entendu. Et hier, la veille de tout ça, l'armée sort comme par hasard en disant on arrête, c'est fini, quoi. La récré est finie. Bon, Diendéré a déclaré dans une conférence de presse ce matin, nous n'avons pas envie de nous battre, mais nous nous défendons éventuellement. En cas d'attaque. Et bien sûr, ce qu'il a dit. Parce que l'armée lui a dit on ne négocie pas, déposez les armes, rendez-vous d'abord. Parce que l'Union africaine a quand même, de par le porte-parole de la commission paix et sécurité, qui s'appelle Ismaël Chergui, a dit que vous êtes des terroristes. Je pense que ça, c'est nouveau comme expression dans l'Organisation de l'Unité africaine, quoi. Vous êtes des terroristes et rendez-vous, listez d'abord le nombre d'agents, de soldats, d'officiers et tout ça, du RSP, voilà, pour savoir combien vous êtes au total, et que si personne manquait, une seule personne, elle sera considérée comme un terroriste. Là, lui n'a jamais tenu ce langage. C'est un langage quand même guerrier, quoi, je veux dire, pour une organisation d'unité de pays indépendants. Cette fois-ci, ils ont été très décidés, que ce soit la CEDEAO, donc l'organisation dont on parlait tout à l'heure, qui regroupe quand même 15 pays de la sous-région. Et c'est parmi les pays, il y a tous les pays forts de cette région. Donc il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana. Il y a cette tentative de médiation. Il y avait un handicap, si vous permettez, pour l'armée. Face au respect, il y avait un handicap qui, déjà, l'année dernière, c'était cet handicap-là qui l'avait empêché de prendre réellement le pouvoir. C'est que le chef d'état-major de l'armée, le général, bon, je pense je ne me rappelle pas son nom, n'est pas un Mossi, n'appartient pas à l'ethnie majoritaire. Donc il ne sera jamais accepté, même pour une période de transition, comme président. Maintenant, si elle est sortie, c'est parce que l'Assemblée de transition est allée la solliciter.
D'accord? C'est à ce moment-là qu'elle est sortie. Mais moi, je ne crois pas beaucoup à une confrontation entre l'armée et le RSP, oui. Tout simplement parce que bon, le RSP a une puissance de feu qui est importante. Il est très avantagé par rapport au reste de l'armée. Il a une puissance de feu, une organisation qui est disproportionnée par rapport au reste de l'armée. En plus, par contre, c'est qu'en fait, il suffit au reste de l'armée de le maintenir cantonné dans Ouaga 2000. Parce que maintenant, le RSP contrôle un quartier. Enfin, contrôle. Il est supposé contrôler un quartier qui est Ouaga 2000. Ça représente quoi, Ouaga 2000, juste qu'on puisse... Écoutez, c'est Haïr Riyad par rapport à Rabat. D'accord. Bon. Sauf que c'est plus étendu. Okay. Mais disons, si Haïr Riyad est contrôlé, c'est là où il y a les choses, par rapport au reste de Rabat. C'est à peu près ça. Et aussi, je voulais juste ajouter, parce que c'est très complexe la situation, juste pour revenir un tout petit peu en arrière. C'est pour ça qu'on essaie de simplifier le Burkina, on le découvre et on essaie de Blaise a été exfiltré, il y a eu quand même un jeu à l'intérieur. On n'est pas dans des transitions complètement démocratiques. En fait, le jeu est quoi? C'est que les anciens de Blaise, ils voulaient conserver quand même une certaine présence, certains intérêts. Principalement ce corps d'armée, ce RSP. Et on en voit Zida. Et Zida, nous ne l'oublions pas, il est de la région de Diendéré, il était chargé de la sécurité personnelle de Blaise Compaoré, et c'est un peu Diendéré qui l'a amené, c'est un peu son mentor. Mais il faut rappeler qui est Zida. Oui, alors, bon... Zida, c'est le nom, c'est le Premier ministre de la transition. Et après, alors, on l'envoie, et c'est devenu le Premier ministre. Donc c'était un tout petit peu cette relation, ce point de virgule entre ce corps d'armée assez élitiste, assez important, qui voulait se préserver et préserver son entité et ses intérêts. Et alors, le problème, c'est que Zida, il s'est affranchi. Voilà, il les a lâchés. Il s'est affranchi. Et le problème, c'est qu'au moment où on a pris le Premier ministre avec le président, c'était un conseil de gouvernement, on allait décider le fait de dissoudre le corps d'armée. C'était ça le point vraiment clé. En fait, c'est juste le truc qui a fait chambouler. Bon, c'est un ensemble d'événements. C'est de dissoudre le RSP. Alors là, le général Diendéré n'acceptera jamais de perdre sa position. Et puis, le problème, c'est d'avoir peur par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Je perds tout pouvoir et après, donc, il va y avoir un tribunal parce qu'on va sortir le dossier de Thomas Sankara. Et bon, le bonhomme Zida, il est là, il se défend, il est Premier ministre. Sûrement qu'il va se trouver une porte de sortie parce qu'il faisait partie aussi du système à l'époque de Thomas Sankara. On l'accuse d'être impliqué dans la tentative d'assassinat. Pardon? Hein, oui, il est impliqué, bien sûr. D'ailleurs, les résultats, l'enquête finissait. Ça, c'est le grand problème de Mais quoi, c'est un gros point d'interrogation et tant qu'on en a parlé, il y a de gros soupçons. Cette épée de Damoclès. Comment la population le ressent? Est-ce que c'est important? Il y a un mouvement qui va dans ce sens. Je ne dirais pas toute la population, mais il y a un mouvement sankariste qui s'est installé dans la société civile et qui s'est constitué en partie, d'ailleurs, maintenant en parti politique. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit fondamental. Mais ça existe effectivement. Et puis, bon, il faut bien trouver des choses graves à reprocher à l'ancien régime. Et ça, c'est quand même grave d'avoir tué l'ancien président. Justement, parce que pour juste rebondir sur cette question de RSP, mais le maintien d'abord de ce corps d'élite, ça a été posé dès le départ de la transition. Ils ont dit, mais pourquoi? On parle bien de régime quoi? De sécurité présidentielle. Il n'y avait plus de président officiellement élu. Ils avaient un statut particulier, donc, très avantageux. Mais dès le départ, on a dit, mais pourquoi bon maintenant les maintenir? C'était ça le débat. Mais eux, ils avaient perçu ce message, au fait. Mais au fur et à mesure qu'on s'approchait du 11 octobre, la date des élections prévues, ils se disent, qu'est-ce qui va se passer après? Alors, on parlera des élections, et j'ai un tweet, vous savez, bon, il y a des gens qui voient le mal partout, je crois qu'il y a, c'est un tweet, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, je crois qu'il y a des lobbies régionaux derrière le coup d'État au Burkina Faso pour déstabiliser toute la région. On y répond juste après la pause.